Bon, alors, on voit si ça marche. Ouais, Voilà. Alors, là, donc on est le samedi 9 janvier 2021 à Elne, au Masplan. Bon, on discute tous les deux. ouais. Donc, alors, tous les deux, c'est Pierre Fitte et surtout aujourd'hui, donc Florence Fabre, qui est, Art thérapeute ouais, et là, formatrice à l'organisme de formation La Tuquet, ouais. à Elne. Et, euh, et donc, tu voulais que je te parle de la dialectique pulsionnelle, c'est ça? Voilà. Mais que ce soit aussi peut-être, enfin, voilà, à travers la vie quotidienne de la cueillette, qui est... Alors, comment tu le définis exactement, la cueillette? La cueillette, c'est le lieu d'accueil de la vie quotidienne sur l'atelier Art Émotion, qui est l'atelier Art Émotion, c'est le lieu en fait. La cueillette, c'est l'espace d'accueil hors des temps d'ateliers thérapeutiques par l'art-thérapie, de groupe ou individuel, où les personnes se retrouvent et puis voilà, partagent la vie quotidienne, des activités. Voilà, donc Pour le dire vite, oui, on peut dire que ça, c'est Michel Balladt, si j'ai bien compris, qui te l'a proposé, qui te l'a dit comme ça. La cueillette, c'est peut-être pas exactement dans les termes, mais en tout cas dans une sorte d'idéal, un peu d'idée de point de repère. C'est un club thérapeutique, au sens où voilà, Tosquelles, ça a une fonction de club thérapeutique sur le lieu. Alors voilà, c'est réadapté bien sûr parce qu'on n'est pas dans un hôpital de jour ou une clinique. On est sur un lieu juste d'art-thérapie. Mais cette fonction en fait de club thérapeutique. quand tu dis on n'est pas un hôpital psychiatrique, d'accord, mais il y a quand même une continuité très grande, c'est-à-dire que il y a vraiment une continuité dans l'accueil, dans le portage, comme tu dis, même si ça n'est pas ouvert, c'est pas un hôpital de jour, c'est pas ouvert tous les jours, il n'y a pas de gens qui restent ici 24 heures sur Dormir. 24. Là, c'est vraiment, en fait, on était un collectif en fait de thérapeutes, psychologues, psychiatres, psychanalystes et art thérapeutes. Et on travaillait ensemble, on faisait des constellations avec des patients. On se retrouvait, on échangeait autour des suivis qu'on avait ensemble. Et naturellement, en fait, les personnes voulaient rester sur le lieu de l'art-thérapie euh, parce qu'elles y vivaient des choses au niveau de la création. Et après, en étant un peu baignées par le biais principalement de Michel et après des différentes rencontres autour de la psychothérapie institutionnelle, en fait, on a petit à petit amené une vie quotidienne sur le lieu où on accompagne les gens, où on partage des repas, où on partage des tâches de la vie quotidienne tout simplement. Et on s'est rendu compte qu'en fait, ça permettait aux personnes accompagnées, au-delà des séances, de retrouver un certain mouvement et une certaine relation au monde en fait. Tout en étant tranquille sur on participer ou on ne peut pas participer. Cet espace de l'association en fait est porté par donc 4 personnes sur le lieu en permanence. Donc Charlotte, Laure, Florence et moi. Donc là, en ce moment, hein, parce qu'il y a eu plusieurs personnes qui sont passées par là. Je veux dire, à l'origine, il y avait quand même Maud, qui est art thérapeute aussi, qui a travaillé beaucoup à la mise en place du lieu, Marie. Voilà, c'est des personnes qui maintenant peuvent venir, viennent occasionnellement, mais bon, leur chemin les a menés ailleurs, mais ils font partie quand même de l'aventure. Il y a eu Lina aussi. Et oui, Lina, elle n'était pas sur l'association La Cueillette, Ah, d'accord, elle était avant. Elle a toujours été avec moi sur l'atelier d'accord. Art Émotion.
et surtout sur la formation en fait. Elle s'occupait principalement de toute la partie théâtrale. Et moi, tout ce qui était un peu médiation plastique, on se partageait un petit peu les univers. Et à nous deux, on travaillait ensemble. Voilà. Et puis Maud, elle a été formée d'ailleurs par Lina et moi. Et bon, il y avait Michel aussi dans les formateurs et toute une équipe. Et, et puis voilà, donc elle avait fait la formation et puis elle voulait travailler sur le lieu. Et puis on a créé petit à petit cet espace, donc la cueillette, qui au fur et à mesure du temps se structure et évolue en fait. Hein. Je veux dire, pas de. Donc voilà, donc je sais pas trop. Bon, à partir de là, non, mais là, on a posé un peu le décor. Il Mm, faut aussi peut-être rajouter que tout ça, c'est dans un lieu qui est un lieu bon, qui était propre au départ, puisque le verger familial, et qui donc s'est transformé en ce lieu qui est un jardin qui accueille maintenant donc la cueillette. tout à fait. Voilà. Et on est à Elne, dans la plaine catalane, à quelques kilomètres de la mer, et grosso modo à 10 kilomètres pied, à 30 kilomètres près, au pied du Canigou, quoi, voilà, des albergues. C'est Voilà. ça, ouais, dans la Catalogne de Toscaïès. Voilà. Dans la Catalogne, puis de Elne, de la maternité, de tout ça. Bon, enfin, c'est un Mm, lieu. Mais bon, sans du tout surjouer les symboliques faciles, on est surtout dans un lieu voilà, où bon, il y a une sérénité, il y a une continuité, enfin, il y a tout un investissement, mais qui fait que c'est pas uniquement. Tout à fait avec le hasard qui fait que bon, mais ce lieu est fortement lié à toi, mais ce lieu, c'est pas toi. non, Voilà, c'est un lieu ouvert où il y a de l'hétérogénéité, de la polyphonie, parfois de la cacophonie. oui, Mais tout à fait. ça pousse dans tous les sens. Mm, Voilà. C'est pas un jardin à la française, c'est un jardin à la catalane, on va dire. Voilà. oui, tout à fait. Voilà. Tout Bon, à fait. Après, si, s'il y a des personnes qui ont envie de visualiser, c'est vrai, un petit peu le lieu, il y a sur le site oui. Artmotion, art-motion.fr, il y a une vidéo qui Oui, présente la vie quotidienne, un peu les tout à ateliers, fait. ce qui se fait. Et Ouais. c'est vrai que ça donne quand même la tonalité Et de ce alors, dans quoi on est. tout à fait. Alors, quand tu dis la vie quotidienne, c'est vrai que bon, le titre peut, enfin, le mot peut faire référence à différents titres qui peuvent donner l'impression, on va dire, d'un côté un peu occupationnel. C'est bien parce que bon, ça sort les gens de leur peut-être de leur souffrance, etc. Mais c'est pas ça du tout. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. Et là, donc, ce pourquoi moi je voulais qu'on discute un peu, c'était le thème de ce que donc toi et d'autres vous appelez la danse pulsionnelle. Et tu m'avais dit, moi je ne peux t'en parler que à travers la vie quotidienne de la cueillette, donc de la fonction club, et à travers évidemment ben, le corps, l'espace entre les corps qui forme aussi une sorte de grand lieu où les corps, les fantasmes circulent, travaillent. Voilà. Donc voilà, tu peux Oui, partir de là. si je peux à partir de là, ce que ça m'évoque, c'est... alors après, je peux me servir de situation clinique peut-être. Ce que ça m'évoque, c'est vrai qu'au démarrage du lieu, en fait, de l'atelier, avant qu'il y ait cette vie quotidienne, les gens venaient en atelier d'art-thérapie, repartaient. Et, euh, et dans l'histoire voilà, du transfert, du contre-transfert, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui s'investissaient et qui pulsionnellement, à l'issue des séances, laissaient des bouts de création, parce que c'est vrai que nous, on a un peu le principe qu'en atelier, on ne garde pas les créations pour ne pas fétichiser, pour être toujours en mouvement. C'est-à-dire une création, on appelle une autre, et voilà, on essaie de faire circuler un peu, être dans un processus, en fait, d'être dans un mouvement permanent. D'où le choix du mot motion dans le art motion. Euh, et c'est vrai que ces créations, en fait, qui se parsemaient dans le jardin, en fait, ça m'a conduit à réfléchir aussi à ce qui se passait en dehors des séances. C'était plus seulement la séance qui était importante, c'était plus la rencontre entre deux personnes ou entre
un groupe, hein, euh, il y a des petites graines qui poussaient et je me disais, mais qu'est-ce que c'est, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Euh, donc après, j'essaie de le reprendre avec les gens. Et je me suis rendu compte que les gens, en fait, ils avaient, au-delà de la séance, il y avait l'histoire du lieu. Alors, l'histoire du lieu, forcément, qui était, euh, pour moi, un lieu transgénérationnel, hein. Il y a toute cette histoire familiale, toute cette empreinte sur le lieu qui est forte. Et, euh, et c'est vrai que je voyais que les personnes, il y avait quelque chose où elles avaient envie de semer leurs graines aussi. Alors après moi, je suis fille d'agriculteur, petite fille d'agriculteur, donc la terre, semer des graines, laisser germer, laisser aussi un petit peu l'espace en friche, tout ça, c'était des notions qui au début je rejetais massivement. Et puis un jour Michel m'a dit, mais toi aussi peut-être tu fais de l'agriculture. Et j'avais pris ça, non, je suis pas d'accord. Mais c'est vrai en fait, il y avait un petit peu ces notions-là. On fait des greffes, on fait des boutures, enfin tout le langage, c'est un langage familier pour moi. Et c'est vrai que petit à petit, je me suis dit, bah, pourquoi pas étendre les séances. Ok, il y a l'art, il y a la création, il y a toujours ce mot. Mais il y a aussi ben, les pourtours en fait. Et donc petit à petit, les gens restaient, traînaient, prenaient du terrain. Et puis on s'est dit ben, pourquoi pas faire un espace ouvert. Et petit à petit, l'espace ouvert sur une journée, ben, c'est devenu un espace ouvert sur deux, sur trois. Ça a pris beaucoup de place, sur quatre, sur cinq, sur six. Jusqu'au moment où bon, j'ai réduit un peu parce qu'après, ça demandait énormément d'articulation, donc de poser des articulations sur qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fout là. Hein, on n'est pas non plus au Club Med, mais il faut que ça soit pensé. Donc on a commencé à réfléchir un petit peu à voilà, créer une espèce de club, de se renseigner. J'avais demandé à l'époque ben, à Michel, le Carpentier, à Daniel, Daniel Rouleau, hein, Rouleau, ouais, de me donner un peu des pistes de travail parce que c'était pas du tout mon univers. Donc moi je suis pas ni médecin ni et puis voilà, petit à petit en fait, de fil en aiguille, l'espace d'accueil s'est structuré, devenu l'association La Cueillette. Ça a émergé, on a posé des statuts, on a construit un lieu, on a monté une équipe avec des personnes qui étaient à la fois suivies en formation euh, et qui devenaient animatrices, qui accompagnaient sur prendre soin des gens qui venaient, mais pas forcément des personnes en elles-mêmes, puisqu'elles pouvaient, certaines d'entre elles étaient en difficulté et ne voulaient pas forcément accompagner les gens, mais elles voulaient bien prendre soin du lieu qui allait recevoir les gens. Donc ça devenait voilà, un espace d'accueil un peu plus large, c'est-à-dire qu'il y avait ceux qui accueillent sur le lieu, qui entretiennent le lieu après, voilà, pas de manière globale, puisque c'est juste parcellaire quand ils sont présents. Voilà, c'est les mardis matins, les jeudis matins. On, on va faire un peu, on ratisse un petit peu le jardin, on va nettoyer les espaces, passer l'aspirateur. Voilà, on fait un petit peu d'entretien. Et après, tout le reste du temps, quand même, se construit autrement. Il y a des ateliers qui sont menés. Alors, ce n'est pas des ateliers occupationnels, il y a une fonction aussi à cette association La Cueillette, c'est que il y a des personnes qui bon, n'ont pas euh, forcément les moyens de se payer des séances d'art-thérapie. Et on cherchait à créer quelque chose qui ne dépende pas, on ne voulait pas dépendre de l'État, dépendre des collectivités. On voulait d'abord, avant de faire quoi que ce soit comme démarche, on voulait trouver une certaine autonomie. Tout simplement parce que moi, dans précédentes expériences professionnelles des métiers, j'avais vu que bon, les appels à projets, c'était toujours 3 4 5 ans, après ça tombait, il n'y avait plus les financements, les projets tombaient à l'eau et les gens, ben voilà, ils n'avaient plus de suivi. Je trouvais que c'était dommage, donc il fallait que nous, on crée une base. Et donc petit à petit, est venue l'idée de créer le groupe des imparfaits. C'est un petit groupe et l'idée c'était de faire des créations collectives, c'est-à-dire
ok, on est dans le processus d'art-thérapie, on veut toujours faire quelque chose de beau, de bien, de machin, donc essayer d'abandonner le côté esthétique, pas l'esthétique au sens de chacun, c'est-à-dire ce qui appartient à chacun, mais du regard de l'autre. Et donc on s'est dit, ben voilà, les imparfaits, on a pensé au début, on a commencé à travailler avec des jeux, des cubes. Voilà, il y avait 9 cubes, il fallait un peu chacun s'occuper d'une face, et après c'est un peu comme les puzzles, tu sais, mais ça permettait à chacun de créer une face, et c'était un jeu collectif, c'était créé par plusieurs personnes. Donc automatiquement, dès qu'il y avait des événements, des colloques, des choses comme ça qu'on organisait sur le lieu, comme les journées toscaïennes, comme les polyphonies, polyphonies, voilà, tous ces petits événements, on vendait quelques créations au bénéfice de l'association, de la caisse de solidarité, pour payer des séances à ceux qui avaient des difficultés financières, pour pas qu'ils arrêtent leur suivi en fait, et non plus pour pas qu'ils continuent leur suivi de manière totalement gratuite, hein, mais qui soit en fait dégagés de la dette psychique. Donc ils s'investissent. Donc voilà, donc il y a eu tout ce cheminement. Maintenant on fait les pantins, ils sont tout beaux nos pantins. Il y a deux jeunes qui découpent les pantins avec tous les outils de bois. Ensuite, il y en a d'autres par exemple, il y a une personne qui va faire une jambe, l'autre personne une autre jambe, l'autre un bras, l'autre un corps. Il y en a une autre qui va rassembler, il y en a une autre qui va vernir. On se retrouve facilement avec 5, 6, 7, 8, entre voilà, 8 personnes sur un même pantin. Ça veut dire que quand on achète un pantin, 15 euros, ils ont passé un temps dingue. Mais voilà, cet argent, il est pour la caisse de solidarité de l'asso en fait. Et ça permet voilà, de faire vivre un peu l'espace de l'association. Ce que tu évoques là, c'est le fait que c'est pas tellement un processus de production d'un artefact qui va ensuite être monnayé socialement par quelque chose qui vaut tant, qui est plus ou moins cher, etc. C'est beaucoup plus le fait de mettre une valeur symbolique, la fonction de la monnaie au sens anthropologique, dans un processus dans lequel c'est plus qu'un processus de production, c'est un processus de production de valeur de l'être même Mm. de chacun de chacun des êtres qui participent à ça. C'est aussi une valeur collective qui se crée. Et puis en même temps, évidemment, c'est tout un questionnement thérapeutique sur l'éparpiller, le rassembler à plusieurs, en gros, un espace pluriel, hétérogène, et qui est pas collé, mais qui en même temps n'est pas non plus trop paumé. Il y a quand même toute C'est cette ça dimension-là. génère C'est un quelque travail. chose de collectif et puis ça sort aussi du... C'est vrai qu'il y a toujours, dans tous les ateliers, on regarde à côté, on dit, oh là là, qu'est-ce qui dessine bien. Oh là là, elle peint super bien. Et c'est inhibant en fait. Et là, Mm. ça sort de l'inhibition parce qu'en fait, la personne, elle peut faire un truc très simple, justement jouer avec des formes répétitives. Et c'est l'ensemble après qui va être vendu, donc c'est pas une personne elle seule. Donc ça vient pas non plus menacer d'effondrement certain au niveau narcissique qui, ah ben tiens, on choisit toujours les mêmes et moi on me choisit jamais. Là, c'est tout le monde contribue avec sa petite patte hein, à créer un objet collectif. Vous êtes dans un processus de démassification du collage d'un être à l'image qu'il a de lui ou qu'il imagine que les autres lui donnent, C'est etc. ça, Donc c'est décollé du statut et du rôle qu'on joue, quoi. c'est ça. Voilà, il y a une même fonction de poésie Mm, qui se partage et qui ensuite prend une valeur sociale. Là-dedans, c'est pas, je dis pas ça pour dire que mm, l'argent n'est que secondaire ou alors que c'est pas ça du tout. C'est au contraire, l'argent a une dimension vraiment profonde dans la construction symbolique de ce qui peut tenir et, euh, et, et vous l'articulez avec le processus voilà, de soutien de la mm, subjectivité de chaque personne. Hein, voilà, quand vous dites, enfin je dis vous, c'est toi, c'est tous les gens mm. de psychothérapie institutionnelle, un peu à la suite du GTPsy, quand ils ont travaillé la question de l'argent à l'hôpital, ou les jeunes de pédagogie institutionnelle, quand ils mettent en place une monnaie intérieure dans leur classe, Mm. vous travaillez la question de la valeur Oui, aussi. oui, Voilà. oui, oui. Pour vous, ça va, il y a tout un ensemble.
Et alors, tu évoquais tout ça, alors peut-être qu'il y a peut-être d'autres choses sur lesquelles tu veux encore développer, mais aussi, il y avait ce détail-là que tu remarquais, que les gens laissaient des choses dans les pourtours. Tout à fait. Et c'est vrai que là, j'avais un peu en tête le tableau de l'angoisse quand même, hein, avec, il y avait l'acting in et l'acting out. Donc je regardais un petit peu ce qui se jouait justement sur le support de l'angoisse. Et c'est vrai qu'après, dans tout le travail, pour aller jusqu'à la dialectique pulsionnelle, c'est vrai que moi, ma base principale au niveau de l'art-thérapie, ça a été les apports sémiotiques et psychanalytiques de Michel, hein. Michel Balat, qui m'ont aidé à observer et à penser le travail en art-thérapie de manière Mm. complètement Oui. Michel différente. Balat, mais greffé, tout à l'heure tu as dit greffé, bouture, c'est des termes, greffe de transfert, bouture de fantasme, c'est des termes qui viennent de Jean Houry, de Daniel Rouleau, Oui, etc. oui, Bon, Michel, pour toi, dans ton agencement à toi, se greffe sur quelqu'un d'autre, peut-être que tu n'en parleras pas beaucoup aujourd'hui, mais qui est important, c'est Laura Grignoli, tout à fait. qui est une art-thérapeute de Oui, Pescara en Italie. exactement. Voilà, Oui. J'ai été voilà. dans mon cursus de formation, j'avais fait une première formation moi, à Profac à Arles avec Jean-Pierre Royol. Et après, j'ai continué, j'ai fait une autre formation en Italie avec Laura Grignoli, avec qui voilà, il y a eu une belle rencontre. Et c'est vrai que euh, ce que j'ai aimé dans le travail aussi avec Laura, qui m'a beaucoup parlé, que j'utilise aussi aujourd'hui, encore, hein, et toujours dans nos échanges, c'est-à-dire qu'il y avait le travail dans la séance et il y avait un travail en dehors de la séance. Il y avait toujours ce dedans-dehors, en fait, qui, moi, je trouvais fascinant dans le mouvement. Et d'ailleurs, c'est elle qui m'avait dit, mais toi, tu es vraiment dans le mouvement. Même tes constructions d'ateliers sont dans le mouvement, c'est jamais juste un simple atelier, parce qu'elle elle travaille sous forme de dispositif. Voilà, elle donne une consigne, il y a un travail qui est fait, à chaque fois ça aborde de nouvelles choses. Mais moi, il fallait à chaque fois que dans mes ateliers, j'amène, il se passe quelque chose, bim, je rebondis, il se passe autre chose, que je le fasse évoluer en permanence tout le temps. Et elle me disait, c'est vraiment ta signature, cette recherche tout le temps permanente de mouvement. Et, euh, et donc, c'est vrai que ma base à moi, c'est beaucoup Laura et Michel. C'est un peu transférentiel, hein. mais, euh, mais voilà, c'est ma base principale. Et après, j'ai rencontré ben, la dialectique pulsionnelle, quand Marc est venu parler de ça, Marc Ledoux. Marc Ledoux. Et c'est vrai que il y a quelque chose qui m'a fascinée dans la dialectique pulsionnelle. Et je trouvais que ça venait m'éclairer dans ce que je ressentais dans mon corps et dans les rencontres, hein, dans les séances d'art-thérapie. Euh, que ce soit sur l'espace thérapeutique en lui-même, ou que ce soit sur les pourtours justement de l'association, de la vie quotidienne. Euh, le mouvement, en fait, il pouvait se faire, des fois il ne se faisait pas en séance, il se faisait à l'extérieur. Et des fois, il se faisait qu'à l'intérieur, mais voilà, il y avait cet ensemble. Et donc, aujourd'hui, oui, c'est vrai que pour moi, c'est la dialectique pulsionnelle. J'ai souvent voilà, les vecteurs en tête, hein, euh, j'ai les verbes, je vois s'il y a quelque chose qui se cristallise. Il n'y a pas de logique dans le travail que je vais amener au niveau créatif, au niveau de l'art-thérapie, mais ça impulse pas mal de choses d'avoir ce, cet outil supplémentaire en fait pour pouvoir penser le travail. Quand tu dis qu'il n'y a pas de logique, en fait, il y a bien une logique sous-jacente dans ce qui se passe, mais c'est-à-dire que le travail logique, au sens par exemple où Michel a entièrement, je dirais, travaillé pendant des décennies sa sémiotique, ce ne sont pas des outils qui te sont immédiatement utiles
dans ta façon à toi de penser ce que tu fais. Par contre, dans l'analyse, tu t'en sers. Complètement. Bon, tu te sers de la logique. Mm. Juste une chose, peut-être donc, un petit détour, si jamais tu vas maintenant vers des vignettes cliniques qui te font penser à Mm. peut-être ce lien entre les graines et la danse pulsionnelle, etc. Mm. Si tu peux nous expliquer au détour ce terme de danse pulsionnelle, je crois que ça vient de Tosquelles. Euh, qu'est-ce que- qu'est-ce qu'il veut dire? Hein. Et surtout, les pulsions, pourquoi vous intéressez aux pulsions? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que la psychanalyse, pourquoi? Ça suffit pas la Appelle-toi. psychanalyse? Appelle-toi. Ouais. Ça suffit pas la psychanalyse. Ça vient d'où? Enfin voilà, Zombie, etc. Bon, Après, je sais pas si c'est pas une question de suffire, je crois. Moi, c'est des couleurs en fait qui me parlent. La psychanalyse pour moi, c'est quelque chose d'hyper fort en fait. J'aime ce côté analytique du travail. Donc ça, c'est quelque chose qui se répercute beaucoup dans mon travail. Et mais la dimension pulsionnelle, elle est dans le faire en fait. Euh, Elle est dans le faire quand tu donnes une création, quelque chose à... Tu proposes quelque chose à quelqu'un, un atelier. Euh, Tu vas voir les empêchements, tu vas voir les résistances, tu vas voir ce qui se joue en fait dans l'individu, c'est au niveau des pulsions. Et le corps, euh, dans le travail, la personne, elle arrive, elle peut avoir un discours. Tu peux écouter son discours et tu peux la voir faire et, et que son discours ne corresponde pas à ce que son corps est en train de faire. Et ça, je trouve ça fantastique parce que tu as les pulsions qui racontent quelque chose, tu as la personne qui pas se réfugie, mais qui est dans son élaboration psychique, dans ses chemins connus en fait. Elle se balade dans les chemins connus et je pense à... Je bégaye la totale. Je pense à, par exemple, quelqu'un qui se dit ah ben, je suis toujours... qui se plaint d'être toujours dans la même chose. Et c'est rhétorique et c'est redondant, je ne sais pas le mot exact qui va bien, mais en fait, voilà, ça se répète, elle n'arrive pas à en sortir. Sauf que dans les créations, ça se matérialise qu'il y a du mouvement et que ce n'est pas la même chose. La prise de conscience, elle est totalement différente que si quelqu'un, moi, je me permets de lui dire, je dis, regarde tes créations, qu'est-ce que tu peux en observer? Et automatiquement, la personne, elle se voit en mouvement. C'est comme si ça venait réécrire quelque chose dans le corps. Tu vois, il y a une dialectique entre ton propre corps, ta propre pensée, et qui vient prendre corps, c'est le cas de le dire, dans un objet, ou dans une création, en fait. Dans, et, euh, et ça, je trouve que c'est vachement intéressant, en fait. oui. Et pourquoi ce terme de danse pulsionnelle, j'imagine que c'est presque, bon, il y a pulsion, qui est la notion, mais Mm, presque toi, quand tu en parles, j'ai l'impression que tu insistes surtout sur le plaisir de le prononcer, c'est le mot danse qui te... ouais. Alors, on comprend que ça soit lié à ce mouvement, enfin, cette dimension de, La de danse, passage, mais... c'est parce que chacun peut avoir tu prends les métaphores, certains vont danser le tango, d'autres vont danser la valse, d'autres vont danser tout seul. Hmm, euh, mais danse, il y a une espèce de rythme aussi. Il y a une espèce hmm. de, enfin, rythme, cadence. Hein. Et je pense qu'il y a la danse pulsionnelle. La danse accompagne le mouvement en fait. C'est pas seulement mouvement. Le mouvement, c'est je jette le bras, je fais un mouvement. La danse, de suite, il y a quelque chose du corps entier qui, même avec un petit doigt, on peut danser. On sent que si ça vient du corps complet, ça va. Euh, ça se voit bien dans le théâtre du mouvement, par exemple. Parce que c'est pas la même théâtre, c'est entre le théâtre et la danse, en fait. Il y a quelque chose qui vient se matérialiser, se conscientiser en même temps. Il y a un jeu entre je prends conscience de ce que je fais et je
tout à l'heure, tu parlais d'encorporer, en fait. C'est comme si, avant d'incorporer, ça jaillissait, ça venait à l'extérieur pour revenir à l'intérieur. Mhm. Tu vois, ce mouvement. Donc oui, j'aime bien le terme de danse. J'aime danser, donc j'aime la musique, j'aime... euh, et puis les pulsions, je veux dire, elles sont jamais toutes seules, elles se répondent l'une l'autre. Donc elles sont dans un mouvement, à part quand ça se fige, comme dans le... Voilà, quand quelqu'un se fige dans quelque chose ou que tu es complètement bloqué, tu vois bien qu'il faut que quelqu'un puisse t'aider à t'accompagner à sortir de cet état, en fait. Et je trouve que, ouais, au niveau des pulsions, euh, tu passes facilement d'une pulsion à une autre. Soit dans... Mais après, voilà, c'est compliqué à... Soit c'est dans un même vecteur, c'est-à-dire deux pulsions qui... tu vois, quand tout à l'heure... Par exemple, là, on parlait, je sais pas moi, quand tu as quelqu'un qui est en colère, euh, pour qu'il soit tranquille et qu'il puisse être soulagé de sa colère, tu vois, quelqu'un arrive énervé, je le sens tendu, on va aller, je sais pas moi, on va aller dehors, on va casser de la mosaïque, hein, ou on va déchirer des papiers. Mais il ne s'agit pas juste de rester sur ça en fait, c'est parce que là on va être de suite dans de la destruction. Et l'idée de la créativité, c'est de renverser ça en fait. C'est-à-dire, ok, ça y est, ça va mieux, là, tu as déchargé le premier truc qui est arrivé, maintenant, qu'est-ce qui va se construire avec ça? Qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on garde tout? Est-ce qu'on en jette une partie? Est-ce que... Voilà. Et à partir de là, on peut commencer à parler, tu vois. Quand quelqu'un va avoir peur du contact, c'est comment tu vas l'aborder en passant par la peinture, par quelque chose de tiers, tu vois, pour accéder à un langage et un échange, un dialogue avec lui, quoi. Mhm. Euh, si, par exemple, voilà, euh, dans la créativité, après, il y a une espèce d'excitation aussi, hein, parce que tu as envie toujours plus, ça te donne d'autres envies, tu luttes un peu entre ta manie et ta dépression, parce que voilà, tu peux faire face au vide. Aussi, tu as la page blanche, qu'est-ce qui se passe quand tu es face à l'angoisse de la page blanche, donc il y a un peu tout cet univers-là qui vient se déployer en toi, en fait. C'est des danses, c'est comme si tu étais habité, en fait, hein, et il y a beaucoup de personnes qui oublient, en fait, leur corps, et dès que tu te remets en mouvement comme ça par la création, et à l'écoute de ce que tu ressens, que tu utilises l'art dans ce mouvement-là, automatiquement, c'est comme si ça levait des barrières, en fait. Et tu commences à explorer des zones que tu n'as jamais explorées, en fait. C'est comme si, en fait, moi, j'aime bien rajouter, c'est l'art-thérapie, pour moi, c'est un peu c'est un vecteur de possible. C'est-à-dire, ça va ouvrir des espaces que même pas tu aurais imaginé que ça puisse exister. Mhm. Et qu'est-ce qui fait que justement ça va pouvoir les ouvrir et surtout comment tu te démerdes? Parce que le danger qu'on peut imaginer, c'est que ça soit, disons, l'art, telle ou telle technique artistique, soit une façon de, voilà, de remédier, soit une relative orthopédie, on va dire, pour remédier à quelque chose qui va pas bien, à remettre en marche des fonctions, mais des fonctions au sens, voilà, je suis à nouveau capable de maîtriser ceci ou de maîtriser cela. Or, toi, tel que tu l'évoques, l'art-thérapie, c'est à travers d'abord la grande variété possible des langages Ouais, qui forment art à un certain régime de convocation. ouais. Euh, euh, l'art-thérapie, l'art-thérapie institutionnelle, telle que tu l'appelles, toi, Mm. c'est quelque chose qui surtout consiste à, comme tu disais, ça enlève des barrières. Mais je dirais qu'il faut préciser peut-être un peu plus. Parce que lever des barrières, ça dit souvent ces inhibitions qu'on lève, etc. Mais ça va vers ailleurs. Alors que c'est plutôt, tu enlèves des barrières à l'intérieur même, je dirais, du corps même de la personne. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une partie qui était isolée, il y Ouais, avait une porte qui était fermée, tu vas l'ouvrir pour que, ou c'est comme si tu ouvrais une écluse pour que enfin ça recircule.
il y a quelque chose qui circule. Ouais, Et donc là, c'est plus, comme tu disais tout à l'heure, uniquement un mouvement, je lève le bras, mais c'est tout le corps qui, parce que ça circule, peut être aspiré par ce bras qui se lève. Et donc, en revenir non plus à la mécanique plus ou moins cadencée du bras qui se lève bien, trop vite ou pas assez vite. Et là, je pense aux questions qui disent, bon voilà, en gros, on va permettre à un gros stéréotypie de l'autiste d'être socialement acceptable, quoi. Grosso modo, c'est quand même le but premier qui calme l'angoisse autour. Alors que toi, ton travail beaucoup plus profondément, c'est de réinstaurer le contact premier entre la subjectivité en souffrance esquintée de la personne et ce qu'il en est de son rythme profond. Or, le rythme, il a voilà, moi besoin je crois que ce qui d'un m'anime, certain espace. c'est ça. C'est ce qui m'anime, c'est vraiment d'aller au plus près de chacun. Ouais. C'est, c'est-à-dire respecter en même temps les mécanismes de défense, parce que pour moi ça c'est primordial, et petit à petit c'est ouvrir des possibilités par des expériences, par l'expérientiel, hein. C'est-à-dire que la personne, euh, elle va se surprendre elle-même en fait. Elle va aller à son propre rythme. Je la bouscule pas, je l'accompagne. Euh, Parce que c'est vrai qu'accompagner, c'est pas vouloir pour l'autre. Hmm. Et c'est ça le plus difficile, hein, dans le travail, c'est être à l'écoute d'où veut aller l'autre en fait. Et de pouvoir, si on est vraiment à l'écoute, je pense que ces leviers se font naturellement en fait. Parce que Hmm. la personne, elle est prête. Si tu bouscules, le risque c'est que tu te casses la gueule. Et que l'autre, tu lui casses la gueule. Mm, bien sûr, Et que ça la casse à l'intérieur. oui. C'est ce qui est le pire. Ah oui, 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 oui. Oui, oui, parce que je pense qu'il y a une part dans il y a de l'impalpable dans la création. Hmm. Il y a la personne dans la création, elle travaille avec son corps, donc il y a des choses qu'elle ne veut pas dire, qu'elle ne veut pas montrer, qu'elle va et qu'il faut lui permettre de montrer sans montrer, Hmm. pour mettre au dehors, pour plus que ce soit dedans, en Hmm. fait. Donc c'est toujours de penser les ateliers en fonction des gens qu'on accueille. Quand tu dis il faut plus que ce soit dedans, est-ce que tu peux préciser ce que tu veux dire? Parce qu'il faut quand même, enfin, il y a cette dialectique entre le dedans et le dehors. On l'évoquait d'ailleurs plus tôt dans notre séance de travail avec nos amis. Euh, il faut le mettre suffisamment dehors pour que ça se sente, mais après il faut le réintégrer, ce que tu disais du théâtre au mouvement. Tu Ouais, peux préciser ce que tu veux dire? ouais, je peux essayer. Je peux essayer. Euh, C'est-à-dire que quand tu vis un trauma, comme on l'a vu cet après-midi Hmm. dans le groupe de travail, certaines personnes vivent des traumatismes et sont porteuses de ce traumatisme pendant très longtemps. Euh, mais pouvoir être en paix avec ce traumatisme, c'est pouvoir dialoguer avec lui aussi. Donc, le mettre à l'extérieur pour pouvoir le réintégrer, je ne sais pas si c'est le bon mot, hein, mais de manière de manière plus légère. Hmm. Euh, je pense que c'est vrai que c'est difficile de. Je sais pas si ça paraît tellement clair quand on est en atelier parce que c'est palpable. Euh, de le raconter, c'est plus complexe en fait, hein. Faudrait que je donne des exemples, des choses comme ça peut-être. Euh, Par exemple, on pourrait parler d'une ben, d'une personne qui a eu un accident, voilà, de voiture, par exemple, qui a vécu un traumatisme important, notamment crânien, et qui, ce traumatisme, c'est le trou, un traumatisme, hein, c'est vraiment ce trou qu'on n'arrive pas à récupérer, et ce passage d'un état
avant l'accident et après l'accident. Accepter ce qui s'est passé, l'acceptation, tout le cheminement en fait ça me fait penser à un ami de Michel, je sais plus, c'est Bousquet, si c'est Bousquet, qui avait eu un accident, je crois que c'était pendant la guerre d'ailleurs, et qui s'était retrouvé complètement alité, et qui s'était mis sur le coup à écrire, et qui après avait dit je suis de mes blessures. Je suis de mes blessures, je suis devenu celui que je suis devenu grâce à ces blessures. En arriver là, voilà, c'est avoir fait tout ce chemin-là en fait. C'est de se dire, je suis plus victime de ce que j'ai vécu, je l'ai transformé et j'en ai fait celle que je suis aujourd'hui. Il me semble que tu as dit quelque chose qui, tel quel, enfin, c'est un raccourci que tu as dit, c'est pour, en gros, faire en sorte que notre traumatisme soit plus léger ou que la personne soit plus légère. Il ne faut pas l'entendre au sens, je veux dire, trivial du terme, à savoir, allez, bon, allez, on passe à ça Non, derrière. non, Non, non. c'est suffisamment léger pour que tu puisses te remettre à danser avec ce poids, malgré tout, qui reste le poids objectif énorme de ton trauma, de ta blessure, etc. Mais il faut que tu puisses te refoutre à danser. Mm, Et il est bien évident que ça ne sera jamais la danse d'avant, que mm, c'est à la fois alors une autre danse, une danse, on va dire, d'après, d'où toute la dimension technique. euh, mais le problème dans l'éthique de votre art-thérapie institutionnelle, c'est de dire qu'il ne faut pas que ça se limite à une reconstruction, une réorthopédie pour danser autrement. Et justement, c'est dans un entre-deux. La danse d'avant, il faut en faire le deuil, mais par contre, ce qu'il ne s'agit pas d'évacuer en faisant ça, c'est la danse profonde du rythme de l'être qui ne changera pas, que tu sois cul de jatte, que tu sois aveugle, que tu sois machin. Il y a quelque chose de l'ordre du rythme. mm, Et je dirais même que le paradoxe, peut-être, que beaucoup d'ailleurs de gens de psychothérapie institutionnelle ont mis longtemps à comprendre face à l'art-thérapie telle que tu l'as portée, c'est que l'art-thérapie pouvait apparaître comme une sorte de, je veux dire, de spécialisation, alors art-thérapie, danse-thérapie, théâtre-thérapie, etc. Mais paradoxalement, on s'en fout de la technique. En même temps, c'est très important parce que c'est pas pour rien, mm. mais comme tu le disais tout à l'heure, chaque technique ne va, il ne faut pas la prendre d'un point de vue positif, c'est-à-dire que tu ne vas pas faire du théâtre ou tu ne vas pas faire de la peinture. En fait, la peinture va être comme une sorte, en gros, c'est la forme qui va en négatif donner cet espace vide. Comme tu dis, il faut surtout pas toucher. Il y a de l'invisible, il y a de Ouais. l'impalpable. Cet impalpable, par définition, on n'a pas à le rendre palpable. On ne peut l'approcher que par la négative. Il y a une sorte de négativité profonde. Mm. euh, et pour autant, et le paradoxe, c'est que par la négativité, c'est pas la même négativité si tu fais de la danse-thérapie ou de la musicothérapie ou de la peinture. C'est pas, tu n'abordes pas. Euh, tous ces ateliers sont importants parce que ça a forcément des effets. Moi, je conseille à tout le monde de faire de l'art. Ça a forcément des effets thérapeutiques. Mais c'est pas conduit comme un atelier thérapeutique en soi. C'est-à-dire que ça a des effets dans ta vie, mais là, t'es pas dans le côté analytique de la chose où tu as un mouvement en plus de développement personnel, comme on pourrait le dire, où tu as décidé de comprendre ce qui t'anime, ce qui se dialectise en toi. Les personnes qui viennent en atelier, elles sont mobilisées et à la fois dans le sens créatif et à la fois dans le sens thérapeutique. Et elles ne sont pas là pour devenir des artistes, même si forcément elles vont aller au propre créativité. Donc il y a forcément cette place artistique qui se dessine.
parce que ça va être, pour celles qui sont en formation par exemple, ça va être vraiment leur outil, c'est leur créativité, c'est Mm. leur corps et leur créativité. Donc leur côté artistique, hein, profond. Pas, elles vont pas répondre à une méthode, en Mm. fait, de tel dispositif, petit a, petit b, petit c. La façon dont nous, on travaille ici, de l'art-thérapie institutionnelle, c'est-à-dire que on institue à chaque fois des choses différentes en fonction de chacun. Donc, on essaie d'aller au plus près de la singularité, de ne pas être amener les gens à rentrer dans quelque chose de général, mais plutôt de nous adapter à chacun et d'aller au plus près de l'autre en fait. Donc c'est un peu ce mouvement-là qui... Cet autre qui paraît là sous cette forme de... Enfin, le noyau de cet autre, c'est cet ineffable dont tu parles. Et selon comment tu vas accueillir avec, comme tu dis, en cassant de la céramique, Mm, en faisant de la peinture, en faisant de la cuisine ou en regardant pousser des fleurs. c'est ça. Et puis c'est intéressant parce qu'il y a des personnes qui vont venir, bon, que ce soit en séance d'art-thérapie ou en formation. Moi j'ai en tête une personne en formation qui voulait absolument, qui travaille dans un hôpital psychiatrique, hein, qui voulait absolument monter des ateliers d'argile, qui est arrivée. Moi, voilà, j'aimerais me former à l'art-thérapie, je voudrais monter des ateliers d'argile. Elle fait la formation, à l'issue de ça, elle a monté un atelier clown. Elle s'est découverte autrement et ça a complètement changé en fait sa façon de travailler Mm. et elle a trouvé quelque chose qui lui convenait parfaitement. Euh, ou d'autres qui, voilà, qui ont des désirs viennent en art-thérapie en disant ben voilà, moi je voudrais plus travailler au niveau de la danse ou plus au niveau de la peinture ou de la musique et qui finalement se surprennent ailleurs. Alors, je peux parler de moi, hein. Moi je veux dire, j'étais déjà plasticienne, donc j'étais dans quelque chose où j'avais mes mécanismes de défense qui étaient bien planqués, qui étaient bien foutus. Et c'est vrai que après, ouais, on est un peu tout terrain sur quand on a un univers qu'on connaît. Voilà, on connaît un peu les bords, donc on peut avoir un, un espace de jeu assez large. Et tout d'un coup, je me retrouve en atelier théâtre en Italie, dans une langue que je ne connais pas, à faire quelque chose où là, ben, quelque chose de moi me surprend, que je ne connaissais pas du tout. Et c'est ce qui a fait qu'au niveau, nous, de la formation, euh, je me suis dit, ce qui est génial, c'est que même si tu te destines à être danse-thérapeute ou musicothérapeute, il faut passer par tous les médiums. Parce qu'en te baladant dans tous les médiums, c'est comme si tu circules dans la dialectique du sonnet, dans tous les vecteurs. Tu te surprends à plein d'endroits. Et puis tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Une fois que tu as circulé, quand tu vas rencontrer l'autre, eh ben, tu vas voir des choses que tu n'aurais pas vues si tu étais resté juste dans ta spécificité. Après, tu reviens dans ton pays. tu, tu retournes au pays, mais avec... voilà, c'est comme si tu étais allé à la découverte du monde et tu reviens avec Mm. le monde. Alors, bien sûr, après, honnêtement, c'est pas moi qui vais animer un atelier théâtre, hein. Je veux dire, à chaque fois, je disais, tiens, cette personne, il faut absolument qu'elle aille faire un atelier théâtre. Je disais, Lina, tu prends voilà, cette personne. Et là, tu travailles en équipe. Tu dis, bah, tiens, toi, ça serait bien que tu ailles plus loin parce que là, tu es en train de me jouer, me créer des marionnettes, hein. Moi, je peux très bien jouer un petit peu avec toi, mais après, moi, je suis limitée. J'ai pas cette aisance, hein. Courant Marie avec les marionnettes, hein. euh, Courant Manu avec le clown. Enfin, il y a tout un. Et c'est ça, dans la richesse hein, collective, où par exemple, quand tu as Thomas Tolten là, avec l'écriture, Mm. le slam, Oh oui, voilà, tout à fait. chacun après Ouais. a- et c'est ce qui fait que tu peux amener encore plus d'espace aux personnes que tu accompagnes quand tu Mm. as, Mm. quand t'as ces. Juste une parenthèse, Mm, vous travaillez en permanence finalement avec rien d'autre que du langage. oui, Rien d'autre que du langage. Si on pense que le langage, c'est pas uniquement la langue sous d'autres formes.
Ça n'a rien à voir. C'est une toute autre logique, une toute autre fonction, mais qui a à voir avec ce qu'on appelle la parole au sens psychanalytique du terme. Bon. Alors, par contre, tu disais, est-ce que ça t'est possible? Oui. Sinon, tu le dis de suite, mais est-ce que c'est possible que tu précises ce que tu entends par le mot vecteur? Les vecteurs de la dialectique pulsionnelle, c'est le vecteur contact, le vecteur sexuel, le vecteur paroxysmal et le vecteur du moi. Voilà. Alors, je ne te demande pas de faire un cours sur le Non. contact et tout ça. Non, mais, Oui, oui, non, mais oui. on a d'autres copains Ouais, qui peuvent en parler, c'est ça, ouais. Franck ou d'autres. Mais par contre, toi, est-ce que ces mots qui sont un peu bizarres quand on vous entend parler, tiens, ça c'est le vecteur. Vous parlez beaucoup du vecteur contact ou de la base, hein, ou Je de. te prends l'exemple du Bon, vecteur voilà, contact. c'est ça, Je te vas-y. prends l'exemple du vecteur contact. Tu as un groupe qui est en train de créer, puis tu as des personnes qui vont être tout le temps dans des mouvements de, tu vois, les verbes, tu vois, c'est là, par exemple, tu vas vers, voilà, il y a des personnes aller venir. Elles sont toujours en train de partir, revenir, dans un mouvement permanent, perpétuel de. Et ça, c'est des verbes, les verbes du vecteur contact. Comme tu as dans le vecteur du moi, c'est ouvrir, fermer. Tu vois, dans le vecteur sexuel, c'est avancer, reculer. Tu vois, j'y vais pas, j'avance, je recule. Dans le vecteur paroxysmal, c'est entrer, sortir, tu vois. Il y a, c'est des verbes d'action, parce que je trouve qu'en art-thérapie, les verbes d'action sont super importants. On n'en parle pas, c'est vrai, j'en parle jamais en fait. J'en parle avec les filles en formation. Mais quand tu demandes à une personne voilà, de te parler de sa création, alors soit elle part dans un truc fantasmé, où elle fait ses élaborations, où elle reste, tu vois, où elle est dans un circuit fermé, elle n'arrive pas à sortir de ce dans quoi elle est prise en fait. Tu lui demandes de poser les verbes d'action qu'elle a fait. Prendre, j'ai pris, j'ai déchiré, j'ai écrasé, j'ai traversé, j'ai creusé, j'ai rajouté. De suite, hein, tu es dans quelque chose où, du point de vue sémiotique, c'est immense, tu vois ce que je veux dire? Ça t'amène des ouvertures. La personne, elle prend conscience de ce qu'elle a fait. Alors je dirais non, je vois pas. Ah, Je ouais. vois pas, c'est immense. Explique-nous, non mais explique-nous pourquoi toi, thérapeute, tu te dis de suite c'est immense. Mais parce que ça permet à la personne déjà de se dire, ah ouais, quand même, j'ai fait tout ça. Ah. Moi, je pensais que j'avais rien fait. Hmm. Je n'ai pas vu tout ce que j'ai pu faire. Hmm. Tu vois des personnes qui vont essuyer pendant des heures sur une feuille, quelqu'un d'autre arrive, on voit ça, elle dit, bon, elle avait ça en 5 minutes. Elle a peut-être passé 2 heures à faire ça. Et là, la personne, elle prend conscience de ce qu'elle a fait, en fait. Hmm. Plus que de l'objet créé, qui finalement, elle va avoir un jugement sur sa propre œuvre en disant, ouais, bon, c'est Sur le nul, c'est contenu, moche. ouais. D'un côté, on a le contenu, la signification, la position de quelque chose, et de l'autre côté, cette dimension qui ne l'annule pas, mais qui l'intègre, du processus, de la progression, etc. D'accord. Okay. Je pense à quelqu'un qui, tu vois, était arrivé, avait envie de créer, et elle m'avait dit qu'elle voulait travailler avec la photo, donc j'avais travaillé avec le vidéoprojecteur. Donc j'avais pris une photo qu'elle avait faite, une de ses photos, pour voilà, parler sa langue aussi, hein, que j'avais projetée sur le mur, j'avais mis des feuilles blanches sur le mur, je lui ai dit, vas-y, travaille maintenant sur ta photo avec la peinture. Et pendant 1 heure, la personne, elle a travaillé avec de la peinture sur le mur. Elle a peint pendant 1 heure, elle peignait en blanc. Et dans tous ses travaux, pendant un certain temps, elle peignait les boîtes d'œufs, elle allait chercher pendant je ne sais pas combien d'heures à trouver la couleur exacte de la boîte d'œufs qu'elle peignait. À la fin, tu voyais la boîte d'œufs, tu avais l'impression que si tu veux, tu te disais, bon, elle a pris une boîte d'œufs, elle l'a posée en fait. Tu peux avoir des jugements comme ça, tiens, c'est facile, elle a juste pris ça, 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 mais tu vois pas en fait, c'était dans un travail dans l'invisible. Et tout le travail, ça a été de rendre visible à ses propres yeux et aux yeux des autres ce qu'elle pouvait mettre, ce qui était
pharaonique. Et que ce dans quoi elle était en fait. On n'est même pas compte en fait que ce qu'elle fournissait comme travail, c'était dans l'invisible. Et là, pourquoi, j'entends tout ce que tu Mm. dis, et puis ce travail qui n'est pas du tout seulement une prise de conscience, en fait, presque pour toi, après c'est second, c'est presque un résultat. L'important, c'est que ce soit une prise d'inconscience, mais qu'enfin, ce flot à nouveau puisse circuler à l'intérieur de son corps, que les écluses soient ouvertes et que ça puisse circuler comme un flux d'énergie. Et permettre les surprises, Voilà, c'est-à-dire de se faire surprendre par ce par voilà. quoi. Mais c'est comme, bon, pour que ton pied puisse te surprendre à faire un mouvement, encore faut-il que, tu sais, c'est comme Qui quand, bouge. et qui bouge, c'est-à-dire que, tu sais, c'est comme quand tu as des fourmis dans les jambes parce que tu n'as plus bougé, bon, il est ankylosé, il peut plus, il faut qu'à nouveau le sang circule pour qu'il puisse bouger, quoi, quelque chose qui serait de l'ordre. Mm. Mais alors, pourquoi là-dedans, continue sur cet exemple-là, par exemple, pourquoi là-dedans, va t'embêter avec tous ces termes compliqués de vecteurs, de ceci, de cela. Qu'est-ce qui fait que toi, ça t'apporte un outil pour piffer, non pas pour coller tel truc ou telle chose, mais Ah pour non, oui, piffer ce qui jamais. se joue. C'est toujours dans l'instant, hein. C'est pour. Euh, si tu veux, c'est un peu. C'est, ça me permet, moi, dans la reprise des ateliers avec mes collègues, de pouvoir penser le travail qui est produit par la personne pour aller vraiment essayer de trouver les meilleurs outils. Et par exemple, tu peux dire que prenons cette personne qui est dans ce travail de titanesque, en même temps invisible, est-ce que tu te souviens que, par exemple, bon, ben, tu as pu te référer à quelques-unes de ces catégories-là pour te dire, c'est non pas, surtout pas poser un diagnostic ou quoi que ce soit du tout sur cette personne, mais te dire, là, il y a quelque chose qui a joué de l'ordre plutôt de cette région-là de son être, quoi. Enfin, de l'être, de la pulsion. Je pense que ça vient toujours après, au niveau des reprises. Mhm. Ça vient. C'est comme si ça venait si tu veux, quand tu te retrouves après avec tes collègues à parler des personnes que tu accompagnes, chacun va dans son arrière-pays. Voilà, moi j'ai un peu la dialectique pulsionnelle, j'ai la sémiotique, et mes collègues, elles ont d'autres outils en main. Et c'est en croisant tous ces outils, en fait, que ça nous donne suffisamment de matière pour Mhm. continuer à travailler, à s'interroger et à cheminer. Moi, bon, pour cette personne-là en particulier, j'ai pas travaillé avec la dialectique pulsionnelle. Là, j'ai vraiment travaillé sur le rendre visible l'invisible pour elle dans son chemin. Mais c'était plutôt là sur le côté sémiotique un peu, hein. Mhm. C'était plus dans ce versant-là. Ça dépend en fait des individus. Tu Oui. vois, quelqu'un qui va. Si, c'est vraiment au cas par cas en fait. Oui. C'est vraiment au cas par cas. Euh, L'idée, c'est de les aider. Par exemple, tu prends quelqu'un de déprimé, tu sais qu'on va travailler un peu sur le vecteur contact. Quelqu'un de déprimé, tu sens que c'est un peu lourd, que euh, la personne que tu accompagnes, c'est, tu vois, sur le Sur la sensation, c'est aller, venir. Ouais. exactement. C'est souvent, ben, la personne, elle se coupe un peu de tout, elle se dérythme, elle s'enfonce en fait. Et toi, il faut que tu puisses réintégrer du mouvement. Et tu sais que dans le zombie, voilà, dans le même vecteur, il y a la manie et la dépression. Donc, il faut un peu stimuler la personne, pas trop, parce que si ça monte trop, ça redescend aussi sec. Mhm. Donc, c'est arriver à doser suffisamment pour que dans la création, dans ce qu'elle va produire, elle trouve des outils qui vont lui permettre de voyager sans être dans des extrêmes en fait. Donc remettre du mouvement mais pas trop parce que pour éviter que ça retombe de l'autre côté. Mhm.
Est-ce qu'éventuellement, puisque tu as évoqué cette personne et que bon, c'était hors de question qu'elle soit là uniquement comme une souris de laboratoire pour donner un exemple, Ouais, tu disais que vous aviez travaillé dans cette dimension de l'invisible et tu as dit que c'était plutôt là pour le coup, dans ta boîte à outils, tu avais plutôt, ce qui t'avait permis de piger un peu ce qui se passait, c'était plutôt de l'ordre du sémiotique. Est-ce que tu veux éventuellement préciser ou... euh, oui, c'est que, par exemple, dans le choix des matériaux, chaque matériau était utilisé. Euh, J'aime bien le terme, par exemple, d'un atelier, tu vois, que je fais souvent, c'est l'architecture. C'est-à-dire, t'as le côté architecture et la texture. Et tu vois que sous l'architecture, il y a quelque chose qui se présente, mais sous les textures aussi, en fait. Et le regard sémiotique, c'est que ça va permettre d'aller au plus près de la personne, ce qu'elle y met dans chaque matière, euh, d'aller vers euh, ce que ça représente dans son univers en fait. hmm. Et est-ce que ces représentations sont figées ou elles peuvent s'ouvrir à d'autres choses, se bouger elles aussi? Donc en fait, c'est le travail que j'ai beaucoup aimé avec Michel, c'est Michel, une situation, il arrive à l'infiniment petit en fait. Et cet infiniment petit, il devient infiniment grand quand il s'ouvre en fait. Donc en fait, c'est ce travail sémiotique, hein, d'aller d'aller rechercher des petites choses et puis de les faire jaillir quelque chose Oui. de plus ouvert. Ouais. Donc en fait, c'est travailler. Le paradoxe, c'est qu'a priori, rien n'est plus matériel et concret que travailler sur la dimension du corps, surtout quand on va dire, quand on essaye de donner sa dynamique, etc. Mais qu'on réduit, par exemple, le rythme à la cadence, qu'on réduit C'est ça. le travail sur le corps du fantasme, sur le corps négatif, à cette sorte de mystique du corps en vie qui doit exulter, etc. Toi, c'est tout l'inverse. Il y a comme une sorte de maigreur, paradoxalement Mm. de cet ineffable dont tu parles, sans pour autant que ce soit une sorte de mystique, on n'y touche pas, c'est le style, voilà, le mana ou quoi que ce soit. Non, il y a quelque chose là, mais qui, pour redevenir cet ineffable qui emplit de vie l'existence, il faut que toutes les fonctions du corps, que l'intégrale des fonctions du corps soit remise en mouvement. C'est Donc, ça. par rapport à votre concept que vous avez travaillé avec Michel, et qui est le concept d'âme, à savoir Oui, donc l'intégrale des fonctions du corps, tout à fait. pour que ça soit un corps en vie, il faut que cette intégrale des fonctions remette en route toute la moindre le moindre des petits finistères du corps qui ne doit pas être oublié parce que en lui peut gésir Tout à fait. voilà, une Tout part à fait. morte de l'âme. Oui, tout à fait. Cette gangrène d'ailleurs dont nous parlait tout à l'heure Mm. quelqu'un comme Charlotte, quoi. Oui, Ouais. tout à fait. Et c'est quelque chose en sachant que c'est quelque chose et qu'effectivement vous travaillez avec des présences, avec des corps dont l'âme est parfois bousillée à 90%. Oui, Voilà, c'est quand même de là que vous partez. oui, oui. Et, et le paradoxe, c'est que justement, en gros, quel est le lieu de l'invisible qu'on pourrait nommer d'un point de vue sémiotique? C'est ce qu'on appelle la priméité. Mm. C'est-à-dire que c'est dans la priméité, dans ce qu'après aussi, alors plus proche peut-être de la dialectique des pulsions, de la phénoménologie psychiatrique, ce qu'on appelle le pathique, c'est dans ce lieu-là qui est totalement... tu peux pas le thématiser, Je crois vous que êtes dans le pur sentir que ça se joue. ouais, je crois que la prémédité, elle apparaît souvent en atelier dans une tonalité. C'est-à-dire que quand la personne trouve une tonalité, elle arrive à se déployer dans sa tonalité. Il y a quelque chose qui jaillit de la prémédité, je pense. C'est à réfléchir, mais je suis en train de Ouais. penser. Mm. Mais on peut dire que de toute façon, il n'y a pas à trouver il y a toujours une tonalité. Mais y compris, il existe, on va dire, des tonalités de mort, comme on dit, des tonalités, je dirais, mortes, mais comme un son est mort. C'est quelque chose qui n'arrive pas à pouvoir sortir de la tonalité toute seule, elle ne tient pas. Il lui faut bien un corps en lequel pouvoir se porter et se tracer. Et d'après ce que tu évoquais, ou ce qu'on évoquait d'ailleurs cet après-midi,
il y a parfois des tonalités qui n'arrivent pas euh, à s'imprimer, à se tracer. Mm. Parce qu'elles sont prises par. Des fois, il y a un excès de choix de tonalité Mm. qui confine à l'impossibilité de donner un ton précis. Ouais, On n'ose pas franchir ça. ouais, D'autres fois, il n'y a aucune tonalité, mais c'est encore peut-être plus grave. C'est-à-dire que l'accès à la tonalité est bouché, y compris jusque-là. Et votre boulot, c'est de dire, ah ben, vas-y, escampe-toi. Enfin, escampe-toi, je veux dire, ben, n'aie pas peur de te. Jette-toi à l'eau, quoi. Parce qu'on est là et on est dans ce bain, dans cette ouais, ambiance. je crois qu'il y a quelque chose d'essentiel dans ce que tu dis. Pour que ça puisse se passer, il faut qu'il y ait un portage et une continuité. Euh, si tu sens qu'il y a ce portage et cette continuité, en fait, les personnes petit à petit peuvent être dans une espèce de lâcher prise. Hmm. Mais dans le sens, comme on parlait tout à l'heure de fiance, se fier, tu vois, de dire là, je me fie au groupe ou je me fie à la personne avec qui je suis et parce que c'est du donnant-donnant. Parce qu'elles me donnent autant que je leur donne dans l'échange, hein. Je veux dire, c'est c'est un peu, ça me fait penser à Daniel, forcément, hein, à être avec, quoi, hein, dans être avec et pouvoir supporter d'être avec, comme me disait Uri, le lointain de l'autre, des fois. Et faire avec ce lointain et en allant doucement. Euh, Ce, ouais, ce lointain qui met parfois des années à venir. Et ouais, il faut se tenir là. ouais. Ça fait peut-être d'ailleurs une boucle avec ce que tu disais tout à l'heure. Il faut cette continuité et cette fonction de portage. Est-ce que, peut-être pour marquer une petite, voilà, une petite étape, est-ce que voilà, tu peux dire ce que toi tu entends par la fonction de portage parce que tu disais que, entre autres, hein, tu me disais au printemps, tu nous disais que c'était ça qui faisait que ça avait permis de tenir, y compris dans la distance pour les gens qui ne pouvaient pas venir durant le confinement. Oui, c'est Donc vrai. cette continuité, ce portage, pour toi, ça veut dire quoi? Ben, c'est-à-dire que pendant le confinement, c'était compliqué parce que il y avait l'arrêt de la vie quotidienne, de l'association, l'arrêt des prises en charge. Donc, même si voilà, je prenais le temps d'appeler tout le monde, euh, appeler, c'était juste être là par les mots et la présence. Donc ça y était, ça y avait pas de souci. Mais j'avais envie qu'il y ait une continuité par rapport au travail de création. Donc, m'est venue l'idée de WhatsApp, c'est bien pour ça. J'avais créé un groupe, les Arcueilleurs, et, euh, et sur ce groupe, donc il y avait tous les gens. Alors ça a traversé, c'était marrant parce que ça traversait vraiment les gens qui viennent sur la cueillette, hein, des personnes que j'accompagne et aussi les personnes de la formation. Donc ça fout de l'hétérogène. Ouais, ouais, ouais. Et j'avais mis tout le monde sur le groupe. Et en fait, ce que je faisais, je m'étais dit, ben, je vais garder le rythme de toutes les semaines. Je vais leur donner un rendez-vous, puisque certains, vous voyez, le mardi, d'autres le mercredi, d'autres le jeudi, c'était les jours de l'assaut, en fait. J'avais gardé Je m'étais basée quand même sur l'association. Et sur ce temps-là, je donnais le mardi ou le mercredi, je sais plus trop. Je sais que je donnais 48 heures. Pendant 48 heures, je lançais un défi créatif. Et les gens après postaient leur création sur le WhatsApp du groupe. Et donc au début, alors ben, c'est toute la complexité, tu te retrouves à devoir penser comment ils peuvent tous s'accrocher et sans perdre personne. Ça, c'est toujours le truc. C'est parce que tu donnes un atelier de peinture, ça va pas aller à tout le monde. Tu donnes un atelier de musique, ça va pas aller à tout le monde. Tu peux pas aller au plus près de la singularité. Donc je me disais, bon, Flo, réfléchis, il faut que tu trouves quelque chose où tout le monde puisse participer. Et, et alors j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, bon, qu'est-ce que tout le monde a à la maison? Et là, je me suis dit, bah, tout le monde a du plastique. Du plastique, c'est la période où tout le monde est écolo, ne veut pas utiliser. Je me suis dit, bon, tiens, on va utiliser le plastique, on va jouer avec ça. Et donc, j'ai lancé,
comme on est dans un jardin, je me suis dit, ben, on va faire des fleurs. On va faire des fleurs. Et donc, j'ai fait moi-même quelques fleurs avec Sylvia, avec deux, trois collègues. On s'est amusé à créer des fleurs. On leur a envoyé en photo. On a dit, bah, écoutez, voilà là, le défi, on va créer une installation. Et à l'issue du confinement, on se retrouve tous et chacun vient avec ses fleurs, on va les planter dans le jardin. Et donc, au-delà de donner, tu vois, un défi créatif toutes les semaines différent, il y avait quand même cette continuité. J'avais trouvé le travail de l'installation. Et de semaine en semaine, chacun a fait des fleurs et on s'est retrouvés avec... c'était assez marrant parce que justement, tout le monde avait créé des fleurs, sauf les mecs. C'est intéressant quand même parce que sur le coup, c'est après coup que je me suis rendu compte. Je vais t'expliquer pourquoi. Donc après, tout le monde est revenu par petits groupes parce que voilà, on sortait, on était en période Covid, on pouvait plus accueillir de la même manière, on était obligé d'arrêter les repas, de faire attention. Donc on était voilà par petits groupes, on s'inscrivait et puis chacun venait installer ses fleurs et petit à petit, on s'est retrouvés, je sais plus, il y en avait, mais il y en avait partout. Tu vois, j'avais des tiges en métal, on accrochait les fleurs dessus, on a fait une installation avec, c'était génial. Et tout le monde était super content, tu vois, de participer à une œuvre collective. C'est pas rien quand même. Mais je voyais que les mecs, ils avaient rien fait, en fait. Et puis, dans un atelier, à un moment donné, on a travaillé autour du totem, on travaillait avec du bois et tout. Puis là, j'ai vu que les gars avaient pris des bouteilles de lessive, hein, parce qu'on a un peu de tout dans la récup, hein. Donc, avaient utilisé du plastique pour agrémenter les totems. Et quand j'aurais demandé de poser leurs totems quelque part, ils sont allés les poser au milieu des champs de fleurs. Et j'ai trouvé ça génial parce que je me suis dit, en fait, ils étaient frustrés, ils sont allés, eux, signifier leur place de mal quand même, mais en utilisant quand même le matériau sans leur suggérer. Enfin, ça a été... Donc, je me suis dit, bon, c'est bon, t'as perdu personne. Mais c'était vraiment la préoccupation que j'avais de perdre personne en route, parce que c'est vrai que c'est des moments qui étaient terribles. Euh, les gens qui viennent ici sont des personnes qui sont, pour la majeure partie, qui sont très isolées, pas qui viennent en séance individuelle. Ça, c'est des personnes qui viennent, voilà, comme toi, comme moi, qui font un petit travail, parce qu'ils ont un petit moment difficile à traverser, des choses... mais les personnes qui sont accueillies sur l'association, c'est quand même des personnes qui ont besoin aussi de ce contact avec l'autre. Donc là, forcément, confinement, retour à la case départ, à la maison. Et là, en fait, non, il y avait quand même ce mouvement à travers le WhatsApp et la création de l'installation de fleurs, quoi. C'est magnifique. Ouais, c'était chouette, hein. Mais voilà, c'est ce travail de continuité, de ne pas lâcher, ce qui a permis qu'après on a complètement enchaîné, continué. Il n'y avait pas ce vide en fait qui venait interrompre. Alors oui, après ça demande de penser les choses, d'essayer d'inventer. En fait, d'inventer, le mot il est là, inventer avec l'autre. Inventer, s'adapter. Inventer, c'est un mot en fait qui est assez tranquille, parce qu'inventer, d'abord, c'est faire l'inventaire. Mm, Tu sais pas la page blanche à inventer. mm. Inventer, c'est faire l'inventaire. Après, tu as des trous, tu dis, eh bien, donc, paf, ben, par définition, ben, tiens, plus il y a des trous, tiens, on va faire ça. Mm. Il ne peut pas avoir de musicothérapie, il peut pas avoir ceci. Il y a du plastique. Voilà. Ouais, Voilà. Quel est l'élément qui manque? Il y a du c'est plastique. ça. Je, je dirais que de l'extérieur, tu sais, quand on dit Florence, rien ne lui fait peur. Mm, Mais rien ne lui fait peur, non, mais c'est pas vrai. Mais par contre, il y a des moyens de pouvoir. Si rien ne te fait peur, c'est que tu as un outil, pas une arme, mais un outil mm. qui te permet de dire ben, la peur que vous voyez peut-être là parce que vous ne voyez pas, ben, il y a un outil Il y a quelque chose à, à trouver. à fractionner l'angoisse Mm, et à la monnayer en petite coupure, hein. mm. Ben voilà. Il y a quand même cette fonction de portage ou de portance qui pour toi est essentielle et et qui là pour le coup d'ailleurs pourrait questionner bon à quoi ça marche et bon j'allais dire c'est notre hypothèse épistémologique anthropologique, ça marche au transfert, voilà, ne pas interrompre parce que ça peut créer une catastrophe,
cette circulation. Ouais, il y a le transfert, Alors, mais je sais que tu avais tiqué un peu quand j'avais dit ça, parce que tu t'avais eu l'air de dire que c'est un peu trop rapide. ouais. Le transfert, tu le sors de ton chapeau pour n'importe quoi. Euh, Non, mais je suis d'accord. Mais moi, je dirais, il y a le désir. hmm, Je crois que ce qui porte, c'est le désir. Si le thérapeute ne désire pas, il n'y a pas de portage. Si tu veux, le transfert, c'est filoche. Je pense que ouais, le thérapeute doit être désirant. hmm, Pour faire des greffes de désir. hmm, Tu vois, et quand la greffe prend, ben voilà, ça a pris. Ça, ouais, ça peut s'envoler. Ça peut vivre sa propre vie. ouais, Mais c'est un peu. C'est comme, tu vois, l'arbre que j'ai en bas, là, qui hmm, est l'agrume qui fait à la fois des citrons et des nectarines, des nectarines, des mandarines, des clémentines. Mais c'est le désir, il peut être multiple en fait, mais il faut que la personne puisse, voilà, se faire sa propre greffe de désir. hmm. Sachant que le truc, c'est que le désir, c'est l'ineffable, l'inaccessible par définition. Donc, je veux dire, c'est presque des prothèses à désir que vous mettez en place concrètement avec des fleurs, des trucs, des Mm. machins. Et c'est la fonction du fantasme. C'est-à-dire quelque chose sur quoi ça peut. Le désir lui-même, tu ne pourras jamais le toucher, mais il y a un machin qui articule le désir à quelque chose et qui peut, lui, venir s'agripper à quelque chose. Fonctionner dans une réalité qui peut circuler. C'est pour ça que les Ouais. copains, quand Daniel, les greffes de transfert, Mm. c'est-à-dire le transfert, c'est ce qui peut porter. Il faut qu'il y ait ça. Il faut qu'il y ait cette qualité-là de conduction, on va dire, hein. Et après, il peut y avoir des boutures de fantasme, en sachant que le fantasme porte le désir. C'est un porte-désir, le fantasme. Mm. Dans Ouais, et puis il y a l'éthique aussi. Tu vois, par exemple, je pense, ça me fait penser à Marie-France et Raymond. les négrelles. Les Négrel. Marie-France et Raymond Négrel. Euh, Tu vois que c'est pas. Ils travaillent pas, ils vivent ce qu'ils font. Hmm, Euh, ou Pierre de Lion par rapport au packing. hmm, C'est plus comme. Tu vois, c'est plus que du portage. C'est des personnes qui sont habitées, passionnées par ce dans quoi elles sont engagées. Il y a un engagement en fait. oui. La question de l'engagement, c'est pas. Moi, c'est des personnes qui, pour moi, c'est des rencontres voilà, qui m'animent, en fait. Parce que quand tu es porté à l'intérieur de toi, tu amènes les gens avec toi. Pas forcément au même endroit que toi, mais tu transmets quelque chose. Il y a quelque chose de la transmission, en fait. Et c'est vrai que Marie-France et Raymond, quand ils te parlent des maraudes, euh, quand voilà, quand c'est juste magnifique, hein. Magnifique d'humanité et d'engagement, et cliniquement c'est juste de la dentelle quoi. Hmm, Donc je trouve que des rencontres avec des gens qui disent, qui font ce qu'ils disent, euh, et qui sont habités complètement par ça, c'est juste hyper motivant en fait. Moi, c'est vrai que j'ai eu de la chance de rencontrer plein de gens passionnés. Et, euh, et voilà, c'est fabuleux quoi. Ça te motive, c'est-à-dire que bah, il y a une difficulté, c'est pas grave, il y a toujours une solution, tu la trouveras. Tu la trouveras parce que si ton désir il est assez fort, même s'il est intouchable directement, mais en tout cas, tu sais qu'il y a quelque chose qui pousse à l'intérieur de toi, pulsionnellement parlant.
Et, et c'est là où, ouais, où je trouve que, tu vois, ce mélange psychanalyse, sémiotique, psychothérapie institutionnelle, dialectique pulsionnelle, tout ça, c'est d'une puissance énorme. Voilà.